ambassadeur, bonsoir. Monsieur Bonsoir. l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur à la retraite, vous Oui, êtes diplomate de carrière. oui. Je ne saurais très bien vous présenter et je vous demanderai de bien vouloir vous présenter, monsieur l'ambassadeur. Très bien. Bah, écoutez, j'ai le privilège d'être ambassadeur de France, qui est un titre qu'on donne souvent aux plus anciens. Bon, et en raison de leur carrière, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très variée, en me spécialisant finalement toute ma vie. Beaucoup sur les questions multilatérales, parce que c'est ce que je voulais faire, et notamment sur la gestion des crises, la question des droits humains, l'environnement international et les questions de développement, en gros, qui sont les 4 axes sur lesquels j'ai travaillé. Alors je l'ai fait comme diplomate dans différents bureaux du Quai d'Orsay. Je l'ai fait aussi dans des cabinets ministériels, notamment en étant conseiller diplomatique de Michel Rocard quand il était Premier ministre, puis à une autre époque de Lionel Jospin. Et j'ai eu la chance de pouvoir être ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève, puis à New York, au Conseil de sécurité. Et j'ai été ambassadeur bilatéral en Grèce, en Russie et en Chine, si je n'oublie rien. Avec 2 caractéristiques supplémentaires, pardon d'être long, mais j'ai une longue vie diplomatique. J'ai travaillé pendant presque 2 ans pour les Nations Unies elles-mêmes, à un moment où j'ai quitté le Quai d'Orsay et où j'ai représenté le secrétaire général comme coordinateur pour l'aide humanitaire au Pakistan, à une époque où il y avait des catastrophes naturelles et humaines d'une grande ampleur. Et j'ai aussi travaillé pour l'Union européenne, parce que je voulais voir un peu comment ça se passait en dehors de la France. Je crois au multilatéral, donc je voulais travailler pour les Nations Unies, je voulais travailler pour l'Europe. Et j'ai représenté l'Union européenne à Ankara, en Turquie, notamment pour les négociations d'adhésion. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, je fais du travail bénévole, et donc je suis président de l'Association française pour les Nations Unies, pour plaidoyer pour les Nations Unies, la charte, le droit international. Et Dieu sait s'il y en a besoin en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. Et je préside également la section française d'une ONG qui s'appelle Plan International, qui a une section d'ailleurs je crois au Gabon, et qui s'occupe d'enfants, et notamment de la défense du droit des enfants, et notamment des filles, pour lutter pour l'égalité, contre le harcèlement, les mariages forcés, etc. Voilà. Merci pour cette... Et j'ai écrit un livre que vous montrerez. Nous y Voilà, très bien. nous y arriverons. Un livre très riche d'ailleurs, un livre très riche et que nous avons eu du plaisir Merci. à parcourir. Merci. Monsieur l'ambassadeur, adolescent et jeune, quelles étaient vos visions de vous, adultes et vieux? Voilà. Je pensais pas comment je serais quand je serais vieux. Donc, un conseil à tous ceux qui nous écouteront, n'y pensez pas. Pensez pas à votre retraite. Franchement, vous verrez bien. Non, je voulais une vie active. Je voulais... ma jeunesse, je suis sorti du lycée juste après mes 68 en France. C'était une époque où on envoyait balader, si vous me passez l'expression, tous les codes et on voulait tout changer. Donc on était très enthousiastes et mon engagement dès cette époque-là, alors aussi pour des raisons personnelles et familiales, en raison de mes origines et du fait que j'ai une sœur handicapée de naissance et donc toute ma vie j'ai eu envie de me battre pour la défense des individus, des personnes. Et je me suis battu toute ma vie. Dès mon adolescence, c'était pour moi une obligation de défendre les faibles, ou les gens qui sont différents. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Et du coup, pour moi, assez naturellement, je me suis intéressé aux questions de développement, aux questions de droits humains. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais enfin, peu importe. Et c'est pour ça que dès que je suis rentré au Quai d'Orsay, j'ai tout de suite rejoint la section les questions multilatérales, parce que pour moi c'était une évidence que j'étais citoyen du monde.
Voilà. Et je comprends aujourd'hui beaucoup les gens qui disent il faut reconnaître l'identité de ceci, l'identité de cela, l'Afrique, l'Europe, le machin. Mais moi, je suis profondément citoyen du monde. Je veux, pour moi, je veux m'adresser à la personne, aux personnes. Et une personne, voilà, c'est tout le monde. C'est chacun et tout le monde. Diplomate de carrière, quels sont les grands moments de votre vie professionnelle? Les trois ou les cinq les plus Oh, grands il y en a moments peut-être pas eu autant que ça. qui vous ont marqué et Ce qui m'a marqué le plus, qui a changé le cours de ma vie professionnelle, sur 40 ans de carrière, j'ai passé 22 ans à l'étranger, donc l'expatriation, c'est la première chose. C'est compliqué, c'est difficile et ça vous change. Vous le savez, vous qui êtes un grand voyageur. S'expatrier, c'est prendre le risque de perdre un peu ses amis, sa famille. C'est compliqué de se retrouver parfois bien seul. J'ai passé quelques soirées d'hiver dans des endroits pas très marrants. Donc ça vous forge une identité, je pense, ça vous aide à mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire. La deuxième chose, c'est la rencontre avec un homme exceptionnel pour moi, qui est Bernard Kouchner. Les gens qui nous écouteront savent probablement qui c'est. C'est un médecin humanitaire qui a fondé, avec d'autres médecins, en 1970, Médecins sans frontières, qui a ensuite fondé Médecins du Monde, et avec d'autres, bien sûr, toujours, qui a monté l'opération des Boat People en mer de Chine en 71, et qui a promu tout au long de sa vie ce qu'on a appelé le droit d'ingérence, d'une manière un peu bizarre, parce que le mot était fait pour choquer, et ce qu'on appelle aujourd'hui en réalité la responsabilité de protéger aux Nations Unies, qui est exactement le concept qu'on défendait, c'est-à-dire l'idée que si des gouvernements ou des autorités n'étaient pas capables ou ne voulaient pas aider des populations victimes soit de catastrophes naturelles, soit de guerre, de conflits ou de violences, eh bien la communauté internationale avait le devoir de les aider. Et ça a été un tournant pour moi parce que j'ai commencé à travailler avec lui, nous sommes partis, il m'a emmené sur le terrain. Et j'étais un diplomate de bureau, même si j'avais déjà fait des missions. Et voilà, la première chose qui m'a changé, c'est la visite d'un hôpital bombardé pendant la guerre des Balkans, avec des morts, avec des cadavres. Et ensuite la visite des camps en Afrique, au Soudan, dans l'est du Congo. Donc la découverte par moi-même de ce que c'était que la violence, les victimes, les civils qui sont toujours les premières victimes. Ça a évidemment changé ma vie parce que je voulais plus être un diplomate de bureau, c'était plus possible. Il fallait que je m'engage et que je me batte, ça certainement. Voilà, travailler avec les Nations Unies, ça a été une expérience formidable que je recommande à tout le monde. C'est compliqué, c'est difficile, il y a des quotas par pays, mais d'une manière ou d'une autre, moi j'encourage tous les jeunes à essayer de faire un stage aux Nations Unies, quelle que soit l'agence. Parce que vous savez, les Nations Unies, vous le savez, en tant que président de l'association gabonaise, secrétaire général, tout le monde se focalise sur le Conseil de sécurité, mais pour moi, les Nations Unies que j'ai rencontrées sur le terrain et dont je me suis occupé au Pakistan, c'est pas ça. C'est l'UNICEF, c'est l'OMS, c'est le HCR. Beaucoup plus de la diplomatie humanitaire. Oui, et puis surtout des gens qui sont là, à côté de vous, des milliers de volontaires et de salariés des Nations Unies qui, tous les jours, dans la plus grande discrétion, que personne ne connaît, j'ai voulu leur rendre un peu hommage dans mon livre aussi, s'occupent, sont dans les lieux de misère et s'occupent de ça. Et ça a été des rencontres extraordinaires, ça, avec ces gens d'une simplicité, d'une humilité incroyable. Ils sont pas sans défaut, bien sûr, mais voilà, ils s'occupent des autres, ils s'occupent des personnes. Et ça aussi, pour moi, ça a été un grand changement et ça m'a vraiment donné envie de continuer à me battre pour les Nations Unies et le droit international, même si c'est difficile, même si ça en fait rigoler certains. Voilà. Puis la dernière chose, peut-être, pour donner un quatrième exemple complètement différent, c'était d'apprendre, avec mon père d'abord, parce que nous avons tous un héritage paternel ou maternel, d'ailleurs, enfin, peu importe, familial, et puis avec un homme comme Michel Rocard, que il n'y avait rien d'impossible.
et que quand on voulait faire quelque chose, chacun d'entre nous a sa place, avec ses capacités, avec ses idées, avec ses 2 bras, ses 2 jambes, ou même qu'un bras avec une jambe. On peut faire la différence. Hein. Vous savez, aux États-Unis, il y a toujours cette expression très importante, make a difference. Essayez de faire quelque chose. Tout le monde peut le faire. Et ça, je l'ai appris avec Michel Rocard, qui était un homme dont certains se moquaient. C'était difficile quand il était Premier ministre avec le président Mitterrand, qui n'avait pas une grande admiration pour lui. Quand il a inventé la diplomatie environnementale, quasiment, en lançant l'appel de La Haye, en préparant la conférence de Rio en 92, en négociant le traité qui a gelé les activités en Antarctique, tout ça c'était incroyable, les gens nous prenaient pour des fous. C'était comme dans l'humanitaire, et moi j'ai adoré travailler avec des gens comme ça, parce que ça me disait, voilà, rien n'est impossible, il faut essayer, il faut avoir des idées folles, et puis, hein, voilà, vous avez 49 idées qui marchent pas, et la 50e marche. Que pensez-vous de l'état actuel de la diplomatie et des relations internationales dans le monde? Il n'y a pas de réponse globale. On ne peut pas comparer la diplomatie très active du secrétaire d'État américain au Proche-Orient, qui réussit ou qui rate, hein, peu importe, avec l'absence totale de diplomatie des Russes, qui sont dans le coup de force permanent, avec une certaine apathie ou atonie des diplomaties occidentales, avec d'extraordinaires mouvements de diplomatie des pays du Sud. Moi, je me souviens encore de 2 ou 3 initiatives exceptionnelles du président Macky Sall. Je porte pas de jugement politique, surtout en ce moment, mais sur ce qu'il a fait comme président de l'Union africaine, au moment de la crise du Covid ou au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc je pense que c'est très difficile de parler de la diplomatie en général. Ce qui est clair, c'est que je pense que beaucoup de pays, et je déplore un certain mouvement en France, rechigne à dépenser un peu d'argent pour former des diplomates, en ne se rendant pas compte que ils contribuent quand même à essayer, autant que faire se peut, d'éviter les guerres et d'autres. Alors sur l'état du monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le savez aussi bien que moi. On peut pas dire que le monde aille très bien. On est dans un état d'éclatement des structures, de non-respect des règles internationales, d'affaiblissement des Nations Unies, de mise en cause des droits humains, et tout ça, c'est le contraire de ce qu'on a essayé de construire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de cette paix, ce partenariat, cette coopération que tous les pays décolonisés ont espéré. Mais dans cette situation noire, où il y a énormément de conflits, je ne parle pas seulement de l'Ukraine ou du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, les anciens conflits continuent. La guerre du Yémen, les gens font comme s'ils la découvraient, mais vous savez bien, nous savons bien en tant que diplomates que ça fait 15 ans qu'elle a commencé. Le sort des Rohingyas, chassés de leur pays par les nationalistes birmans. L'Est de la République démocratique du Congo, qui est encore en guerre depuis combien de temps maintenant? J'entendais ce matin que le mouvement du M23, je porte pas de jugement, était en train de prendre Goma. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois, et notamment avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette guerre n'en finira jamais. Donc, la persistance des conflits régionaux ou locaux, il n'y a pas besoin d'intervention du grand méchant loup, hein. Et puis la remise en cause de la démocratie, là où elle s'était implantée, qui pour moi est un problème. Et quand je dis démocratie, il ne s'agit pas d'une pétition politique de dire c'est le système occidental. La démocratie que tout le monde critique dans les pays qui en sont dotés, c'est la liberté et la dignité des êtres humains auxquels tout le monde a droit. Et quand je vois partout des coups d'État militaires, quand je vois des guerres civiles, des élections qui sont manipulées, reportées quand elles ont lieu,
c'est dangereux pour la paix du monde. C'est pas seulement dangereux pour chaque pays, c'est dangereux pour la paix du monde. Il faut pas jouer avec la démocratie, encore une fois, prise au sens de cet état où les gens ont le droit de décider de ce qu'ils veulent faire. Et moi, ceux qui critiquent ce modèle en disant c'est un modèle occidental, il faudra qu'ils m'expliquent, parce que je n'ai jamais rencontré personne qui disait « moi je ne veux pas décider, je veux que quelqu'un décide à ma place ». Vous en avez peut-être rencontré, moi jamais. Ou je veux qu'on bafoue mes droits humains. Je veux qu'on viole ma femme. Pardon d'être brutal. Je veux qu'on jette de l'acide sur ma petite fille parce qu'elle va à l'école. Je veux qu'on tue des journalistes. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui disait ça. Sur le terrain, je veux dire. Bon. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'il n'y a plus en parallèle de structures internationales qui soient capables, hélas, de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors c'est lié à plusieurs phénomènes. Moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent il n'y a plus de règles. Si, il y a des règles. C'est celle de la Charte des Nations Unies, c'est celle des conventions internationales, c'est celle du droit international. Il n'y a plus d'envie de les respecter de la part d'un certain nombre de pays. C'est ça le problème. Il n'y a pas besoin d'écrire toutes les 5 minutes une nouvelle convention internationale. Il y en a qui portent surtout. Les Nations Unies ont fait un travail colossal dans tous les secteurs. L'environnement, l'économie, le social, les droits humains, les conflits armés, le rôle des femmes dans les conflits, tout a été écrit. Les droits des enfants, tout a été écrit. Le problème, c'est de respecter ces règles. La deuxième chose, et c'est un facteur peut-être là d'espoir, c'est que, moi je crois, contrairement à beaucoup de gens, que les superpuissances sont en train de perdre de leur superbe. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, Vladimir Poutine était à 3 km ou à 10 km de Kiev il y a 2 ans. Aujourd'hui, il en est réduit à proclamer la victoire quand il prend un village qui est à 3 km de la ligne de front qu'il contrôlait déjà. Et il n'a quasiment plus un ami à travers la planète, en dehors de quelques colonels qu'il a mis lui-même au pouvoir dans quelques États africains et quelques dictatures dans le Sahel et quelques dictatures. Les Chinois n'ont pas pu empêcher les Chinois de Taïwan de voter pour un parti pas forcément indépendantiste, mais en tout cas qui ne veut pas du régime chinois. Les fameuses nouvelles routes de la soie, la grande initiative chinoise, Ceinture et Route, a créé une dette chinoise à travers l'ensemble des pays du Sud colossale, que ces pays ne peuvent pas rembourser. Beaucoup de pays commencent à avoir un peu peur de cet hégémonisme nouveau de la Chine, et notamment je pense aux pays d'Asie du Sud-Est et de la mer de Chine. Les États-Unis, hélas, regardez, je dis hélas à cause de l'objectif qu'ils poursuivent heureusement à Gaza, ne sont plus capables d'imposer à Israël un cessez-le-feu. C'est quand même incroyable. Ça, c'est un deuxième phénomène. L'affaiblissement des règles et des structures internationales, de respect des règles et l'affaiblissement des structures, la perte de pouvoir des grandes puissances, des superpuissances, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. Et troisièmement, moi je ne crois pas qu'il y ait un Sud global, je vais peut-être vous étonner. Je crois qu'au contraire, nous avons vu, et ça pour moi c'est positif, l'émergence au Sud de puissances nouvelles. Vous savez, on dit les pays émergents. Non, ça fait longtemps qu'ils sont émergés maintenant. Hein. Le Brésil est un pays riche. L'Argentine, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, des pays puissants comme l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya. Enfin, je veux pas avoir l'air de citer parce que j'ai l'air d'exclure les autres, mais vous avez aujourd'hui la Corée, le Japon, l'Australie. Enfin bon, vous avez partout, et je parle pas des pays européens, bien sûr, l'Allemagne, etc. Vous avez, au fond, une vingtaine de pays, globalement c'est les pays du G20, hein, un petit peu, qui veulent se faire entendre. Mais la différence avec avant, c'est qu'elles veulent se faire entendre sans intégrer une alliance. Et elles veulent se faire entendre et peser sur les sujets qui les intéressent sans être embrigadées dans autre chose. Et donc on vit dans un monde où les alliances vont varier dans le temps, les alliances ou les accords de coopération, dans le temps, dans l'espace, en fonction des sujets. Il y a des sujets sur lesquels, pour des raisons politiques,
l'Inde et la Chine ne seront jamais d'accord. Mais il peut y avoir des sujets économiques sur lesquels, au sein des BRICS, l'Inde et la Chine seront d'accord. Même chose entre le Brésil et la Chine. Et vous avez vu, c'est intéressant, l'échec, on peut le dire quand même, de la tentative de transformation des BRICS en une organisation politique. L'Argentine a refusé de rejoindre les BRICS, ce qui est quand même incroyable. Parce que ce ne sont pas des organisations politiques. Les pays émergés ne veulent pas être embrigadés dans des alliances. Et donc ça va rendre, pour finir la boucle et boucler la boucle et revenir à votre question initiale, ça va rendre la diplomatie, notamment multilatérale, extrêmement compliquée. Parce qu'il suffira plus de dire, il y a les gens qui sont derrière les États-Unis, il y a les gens qui sont derrière la Russie, les gens. Et le dernier point pour moi, et pardon de ce plaidoyer, mais qui d'ailleurs vous intéresse aussi, je crois beaucoup, en revanche, à la montée en puissance des organisations régionales. Alors l'Union européenne n'est pas une organisation régionale, hein, c'est une organisation politique, une union politique, c'est pas une organisation. Enfin, cette marche vers l'autonomie stratégique sur tous les sujets, l'environnement, l'alimentation, l'agriculture, la technologie, la défense, l'économie, la finance, est extrêmement importante. Et moi, je me réjouis que l'Union africaine ait choisi, pas de suivre l'Europe, mais d'essayer, avec ses caractéristiques propres, quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on va avoir un empilement de diplomatie nationale, de diplomatie régionale, d'organisation sui generis, d'accords partiels, et ça va être très 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 difficile à organiser, donc il faut probablement repenser les structures multilatérales, parce qu'évidemment les Nations Unies n'ont pas été créées dans ce contexte. Parlons de ça, monsieur l'ambassadeur. Vous avez tout à l'heure parlé du conflit à l'est de la RDC. Oui. Est-ce qu'il faut dire que la MONUSCO, sinon que les Nations Unies n'ont pas pu régler le conflit? Est-ce qu'ils ont joué leur rôle? Comment voyez-vous l'avenir de ce conflit qui continue? C'est un des, j'allais dire un des meilleurs exemples, ou un des pires exemples, par le coût humain, de l'horreur de la guerre. Mais si on veut, et c'est cette liberté de penser que j'ai essayé d'avoir toute ma vie et de parole que j'ai essayé d'avoir et que j'ai encore plus depuis que je suis à la retraite. Le premier travail des diplomates, avant de se faire une conviction ou des idées sur la façon de sortir d'une crise, ou de la prévenir, mais là c'est rare, c'est d'accepter de dire les choses telles qu'elles se passent. Tout le monde sait ce qui se passe dans l'Est du Congo. J'y ai emmené 2 fois le Conseil de sécurité quand j'étais ambassadeur, en 2008 et en 2009. J'y suis allé une autre fois avec des humanitaires. Situation de guerre civile, on va pas rentrer dans le détail. Le génocide au Rwanda. La fuite d'un certain nombre de génocidaires. La volonté des 2 capitales, Kigali et Kinshasa, à la fois d'être en bons termes, mais en même temps de régler leurs comptes. L'un à ceux qui fomentent la guerre civile, l'autre à ceux qui avaient fomenté le génocide. Et un combat épouvantable, financé par les grandes multinationales, pour le pillage des ressources. Il faut avoir le courage de le dire. Le génocide, qui était un des actes les plus barbares qu'on ait connus au XXe siècle, et dont ont été victimes les Tutsis, ne justifie pas d'aller déclencher une guerre de l'autre côté de la frontière. Il faut pouvoir dire à la fois notre cœur est avec le peuple Tutsi et le peuple rwandais, mais peut-être il serait temps de mettre tout le monde autour de la table, et tous les pays des Grands Lacs, enfin ça a été essayé, pour appeler un chat et essayer d'arrêter ça. Pardon de prendre un exemple, mais qui est connu. Je crois que le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan. C'est une matière première rare, comme vous le savez, qui sert notamment à faire les téléphones portables.
Le Rwanda ne produit pas un gramme de coltan. Coltan vient de RDC, mais qui est dans un tel état, dans cette région en tout cas, d'anarchie, d'absence d'État, d'autorité, qu'ils ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Je ne parle pas des compagnies minières, l'or, enfin, cette fascination, et puis ce goût des hommes pour la violence, hélas. Et là je dis les hommes, hein, pas les êtres humains. Alors qu'ont fait les Nations Unies au milieu de tout ça? Elles ont fait ce qu'elles pouvaient, avec des mandats de plus en plus compliqués et des ressources de moins en moins importantes. Les Nations Unies, c'est nous, c'est les États. On demande toujours plus aux Nations Unies et on leur donne aucun moyen. Alors, on demande quoi? On demande à des soldats sénégalais, tchadiens, gabonais, indiens, bangladeshis, d'aller mourir pour nous. Pour nous, les gens qui siègent autour de la table du Conseil de sécurité, ils sont victimes de violences eux-mêmes. C'est très compliqué, c'est très difficile. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les mandats qui leur donnent l'autorité, comme ça a été le cas au début des Nations Unies. Je dis pas que c'était une réussite, hein. Au moment du Katanga, comme vous le savez, de la sécession du Katanga, qui a provoqué la mort du secrétaire général des Nations Unies, les mandats des Nations Unies, c'était de se battre, c'était de tirer pour se défendre. Aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement, pas au sens, je suis pas la guerre, mais au sens où ils ne sont pas en capacité. Alors, comment reprendre cette diplomatie multilatérale qu'il y a eu à une certaine époque dans la région des Grands Lacs, comme au Moyen-Orient. On était à 30 centimètres de la paix au Proche-Orient, pardon, les accords d'Oslo. Tout le monde dit pourquoi les deux États, mais tout simplement parce que c'était un accord qui a été signé. Il y a eu des accords de paix sur les relations régionales dans l'Est du Congo. Il ne faut pas demander aux Nations Unies plus que ce qu'elles peuvent donner. Alors, en revanche, sur le plan humanitaire, et il faut le rappeler, il n'y a que les Nations Unies, plus quelques ONG admirables. Mais ce sont des centaines de milliers de gens qui ne survivent, surtout des civils, que grâce au HCR, à l'UNICEF, à l'OMS. Et puis il y a des personnalités extraordinaires, pensons au célèbre docteur Mukwege, à sa clinique. Moi, on est allé la visiter avec le conseil. C'est extraordinaire la façon dont il s'est occupé des filles, des femmes violées, des enfants soldats, pour leur réapprendre à vivre, leur réapprendre un métier. Et puis il y a eu des processus aussi formidables. Je ne veux pas faire que critiquer le Rwanda. Le processus de réconciliation, de paix et de justice dans les villages qui a été mené par le Rwanda est exceptionnel. C'est un exemple, je trouve, pour beaucoup de gens. Mais voilà, il ne faut pas demander aux Nations Unies ce qui, de mon point de vue, doit être fait par les États. Il faut demander aux Nations Unies d'aider les États à faire ce qu'ils doivent faire. La responsabilité revient aux Africains, parce que ça se passe en Afrique. Et certainement que l'Union africaine devrait mieux prendre ses responsabilités. La question des capacités africaines de maintien de la paix, c'est une question fondamentale. Ça fait des années qu'avec les Nations Unies essayent d'aider l'Union africaine à former des capacités de défense collectives. Il faut très longtemps. D'ailleurs, nous, Européens, vous voyez, on en est au balbutiement. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont contribué à la création de ce qu'on appelait l'Europe de la défense en 1998, avec l'accord franco-britannique. Ça fait déjà donc 25 ans, et on est à peine capable de fabriquer un avion militaire ensemble. Et il a pris 5 ans de retard, l'A400M, l'avion de transport et de ravitaillement européen. Donc il va falloir du temps aussi pour les Africains. Puis l'Afrique, c'est gigantesque, hein, je veux dire. Bon, et il y a des pays qui font face à leurs responsabilités. Quand les Nations Unies ont appelé à l'aide, on dit il faut faire quelque chose contre le terrorisme épouvantable de Daesh et de l'État islamique au Sahel. Il y a des États de la région qui sont mobilisés quand même. Le G5 Sahel, c'est ce que tout le monde oublie en critiquant la France. La France n'a fait qu'aider le G5 Sahel sous les auspices et des Nations Unies et de l'Union africaine.
Mais c'est sûr que dans les Grands Lacs, pour moi, s'il n'y a pas de mobilisation de la Tanzanie qui joue un rôle fondamental, du Burundi, parce que là, ce à quoi on assiste, c'est une espèce de déchirement où il y a les pays qui soutiennent le Rwanda et les pays qui soutiennent la République démocratique du Congo, ce qui montre bien d'ailleurs que ça n'est pas choquant de dire aujourd'hui que c'est un conflit en fait entre le Rwanda et la RDC, en partie. Défendre les capacités de maintien de la paix, aider à contribuer. Ça, c'est, je pense, un rôle aussi auquel l'Union européenne doit contribuer. Capacité de défense et puis capacité de humanitaire aussi. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens comme le docteur Mukwege. Alors, c'est pas... Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec votre première phrase, parce que tous ces conflits épouvantables, Proche-Orient, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit en RDC, ce sont des conflits qui concernent l'humanité entière. Quand il s'agit de faire respecter le droit, les accords passés, faire respecter les droits humains, intervenir au secours des populations civiles, ça concerne tout le monde. Alors qu'il faille le faire aux conditions des locaux, entre guillemets, si je puis dire, bien sûr. Là, dans le cas de la RDC, c'est en effet à l'Union africaine et aux Africains de nous dire à nous, Européens, comment on peut aider. Et on ne va pas imposer la solution. Et en Ukraine, c'est pareil. Et moi, je ne crois pas que le règlement du conflit ukrainien, ça ne concerne que les Européens. Sinon, alors, il faut dire que la paix entre Israël et les Palestiniens, ça ne concernerait que les pays arabes, puisqu'il n'y a que des pays arabes dans la région. Ce serait, vous le voyez bien, complètement sans espoir. Donc, c'est là qu'il faut qu'on retrouve la raison pour laquelle nos pères ou nos grands-pères ont fondé les Nations Unies. Quand même avec cette idée que quand on est plus nombreux et qu'on travaille ensemble, on a plus d'idées, on a plus de force, on a plus de capacité de persuasion, on a plus de moyens. La RDC, ce qui est difficile, et vous le connaissez bien, Fidèle, c'est que à cause du génocide, on a toujours beaucoup de réticence à critiquer le Rwanda. Mais moi, je peux à la fois dire que les Chinois sont des gens fabuleux et que j'aime pas Xi Jinping, de dire que les Rwandais sont un peuple admirable, mais peut-être M. Kagame les embarque dans un combat qui n'est pas celui qu'ils veulent suivre. Voilà. Bon. Monsieur l'ambassadeur, oui. La langue française semble de moins en moins parlée et valorisée. C'est faux, cher ami. Parce que dans les réunions internationales, oui, pratiquement, sinon surtout des Nations Unies, c'est vrai. Il y a pratiquement plus de traduction française. C'est vrai. Quelle analyse et interprétation faites-vous de l'état actuel de la langue française? Attendez, c'est compliqué parce que, moi j'ai travaillé aux Nations Unies et j'ai travaillé à l'Union Européenne. Alors, il faut appeler un chat, je l'ai assez dit, donc ayant le courage de le dire, le français n'est plus une langue de travail des Nations Unies et n'est plus une langue de travail de l'Union Européenne. Tout le monde parle anglais et encore, je devrais dire, parle un sabir anglo-américano-onusio-bruxellois. Avec des acronymes, des phrases toutes faites. Bon, ça c'est la partie. Alors les documents sont toujours traduits en français aux Nations Unies. Il suffit de le demander, c'est un droit, vous le savez, puisqu'il y a une différence entre la langue de travail et la langue officielle. Il y a 6 langues officielles et si la France demande la production d'un document en français, elle l'obtient. Donc rendons hommage aussi aux interprètes de conférences. Bon, ça c'est très. Mais fondamentalement, de quoi on parle quand on parle de la francophonie? Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai, pardon d'avoir dit c'est faux, c'était trop violent, mais le nombre de francophones continue à augmenter. C'est grâce d'ailleurs à l'Afrique. J'ai envie de dire, c'est grâce aux femmes africaines. Bon, les démographes prévoient, vous le savez, environ, je ne sais plus, 700 locuteurs de français dans les années 50, 2050. Bon, on verra ce qu'il en est. Bon. Et c'est quand même toujours la 5e langue la plus parlée au monde. Et l'Organisation internationale de la francophonie, c'est 88 pays et États membres, je crois, la dernière fois que j'ai compté. C'est-à-dire, sauf erreur de ma part, la plus grande organisation internationale politique après les Nations Unies. Alors, je parle pas du CIO ou de la Coupe du Monde de foot, etc., mais bon. 88 francophones aux Nations Unies, ça pèse. Ça fait la moitié des Nations Unies. Bien. Donc, la question, c'est comment on passe de la langue à l'aspect politique au sens noble.
Il s'agit pas... Et il y a quelque chose de formidable dans la langue française, dans l'aventure francophone. D'abord, c'est qu'elle n'est pas partie de France. Hein, elle est partie d'Afrique et d'Asie. Et ensuite, il y a ce très beau mot, pays qui ont la langue française en partage. Ou le français en partage, je ne sais plus. Enfin, c'est le mot partage qui compte. Bien. C'est-à-dire que la langue française, elle change tous les jours. La langue française appartient à ceux qui la parlent. Moi, j'ai dit ça dans tous les postes où j'étais, en me battant pour recréer des organisations d'ambassadeurs francophones. Et j'ai toujours dit, il y a des gens qui me disaient, mais notamment en Russie, ils apprennent le russe, mais il faut apprendre le russe. En Chine, il faut apprendre le mandarin. Et moi, je leur disais, mais non. Moi, quand un créole des Antilles vient et invente, ou vient avec des mots qui se sont développés aux Antilles, je me réjouis. Parce que ça veut dire que notre langue est vivante. Et qui préfère inventer des mots dans un français différent plutôt que parler une autre langue. Donc, cette langue, elle est vivante. Donc, il faut accepter qu'on ne doit pas camper sur une langue figée. Bon. Et puis ensuite, ce qui est formidable dans la francophonie, c'est la familiarité. Moi, j'ai créé partout des gaffes, comme on disait. J'ai invité à dîner les gaffeurs, le groupe des ambassadeurs francophones, parce que c'est la famille. Parce que même quand on n'est pas d'accord, regardez la conversation qu'on a. On avait, derrière les portes fermées de nos réunions, une capacité à se parler. En toute franchise, sans s'énerver, sans être choqué. C'était fondamental. Et à New York, je peux vous dire, quand j'ai recréé ça, ça avait existé, puis ça avait disparu quand je suis arrivé, c'était très important, parce que quand il y avait des résolutions, des projets de résolution très conflictuels, le groupe francophone apportait un peu de calme. Parce que nous, on était en désaccord, mais on voulait gérer notre désaccord. Je pense aux conflits, aux résolutions sur le Sahara occidental, ou certaines résolutions sur les droits humains, et on apaisait un peu le débat. On a même réussi, je crois que c'est devenu une pratique, est-ce que j'ai été le premier à obtenir que les candidats au secrétaire général des Nations Unies viennent plancher devant le groupe francophone. Bon, j'étais très fier quand même. Donc si vous voulez, et je pense que tout ça aboutira cette année. C'est cette année ou l'année prochaine? Cette année, on va avoir un très beau sommet, enfin très beau, j'espère, puisque on a en France, à Villers-Cotterêts, où on a dédié un bâtiment absolument magnifique à l'histoire de la francophonie et à la culture francophone, aux cultures avec des S, un X, des S, aux cultures francophones. Parce que la francophonie et la langue française, c'est la diversité. Et ça, c'est un combat pour toujours. Et vous savez, je conclurai en vous disant, moi, ça m'avait frappé, l'ambassadeur anglais, britannique, auprès du Conseil de sécurité. Il m'avait dit, on était très amis, et il m'avait dit, à titre personnel, il m'avait dit, il n'y a qu'une chose que j'envie aux Français en dehors de leur vin, c'est l'organisation de la francophonie. Parce que c'est une vraie famille que le Commonwealth n'est plus. Oui, effectivement. Mais il faut se battre pour elle. Il serait quand même bien que la francophonie voit dans quelle mesure renforcer les traductions. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est l'aspect technique. Il faut se battre. Et là, soyons honnêtes, monsieur le secrétaire général, il y a moins de volontaires. Hein, quand il faut aller faire une démarche auprès du secrétaire général des Nations Unies pour protester parce qu'il n'y a pas tel texte en français, parce qu'il y a des réunions sans traduction, c'est un peu courage fuyant. Hein, on demande toujours aux Français, aux Suisses et aux Canadiens. Bon, il faut que tout le monde se mobilise. Mais on gagne, c'est parce que là où vous avez raison, c'est que quand on le fait, on gagne en général. On convainc. Mais si vous voulez, il y a des réunions où moi j'ai des collègues, alors je le reconnais, moi j'ai des collègues qui parlaient français alors que dans la salle il n'y avait pas de traduction et que personne comprenait le français. Je n'ai jamais compris cette attitude, je la trouve stupide.